L'esprit du temps par Edgar Morin. L'objet de votre étude, Monsieur Morin, c'est la culture de masse. Qu'entendez-vous par là exactement? Eh bien, j'ai employé ce mot qui est la traduction d'un terme anglo-saxon, faute de mieux. La culture de masse, c'est un peu ce qui est véhiculé par la radio, la télévision, la grande presse, le cinéma, c'est-à-dire une culture produite massivement. Je veux dire que je pense à la presse à très gros tirage, je pense au fait qu'un film est vu par plusieurs centaines de milliers de spectateurs, je pense au fait qu'une émission de radio ou de télévision est vue elle aussi par des centaines de milliers de gens, donc elle est massive. Et elle est diffusée de façon massive, elle s'adresse à une humanité massive, c'est-à-dire que les êtres humains sont pris non pas tellement dans leur rapport de famille, de travail, dans leur groupe, mais sont pris en tant qu'individus isolés, mais isolés s'agrégeant en une masse. Vous avez dit produite massivement aussi. Oui, produite massivement et s'adressant à une masse humaine. Produite massivement, c'est-à-dire? C'est-à-dire industriellement. Industriellement, oui. Il y a même une partie de mon livre que j'appelle l'industrie culturelle. Peut-on dire ou ne pas dire que c'est la démocratisation de la culture traditionnelle? Dans un sens, il y a démocratisation de la culture traditionnelle. On en voit l'exemple, par exemple, dans les livres de poche, qui permettent une très grande diffusion d'ouvrages qui, jusqu'à présent, n'avaient qu'un public plus limité. Même récemment en France, on voit les collections comme la collection Idées, comme la collection Payot, qui, en somme, diffusent les ouvrages de Freud, de Sartre, de Camus, etc. Dans un sens, il y a cette démocratisation. Mais ce que je crois aussi, c'est qu'il s'est créé une culture particulière en dehors de cette démocratisation des ouvrages classiques. Dans l'ensemble, c'est une culture qui doit se vendre, je veux dire, qui doit trouver des acheteurs. C'est-à-dire que, bon, quand on parle de culture, je veux tout de suite dire que ce n'est pas culture au sens de culture cultivée, littéraire dont je parle, mais dans le sens où en sociologie on parle des cultures, c'est-à-dire des images, des idées qui orientent la vie humaine, la vie pratique, comme elles peuvent orienter les rêves. Eh bien, par exemple, vous avez la culture, vous avez la culture scolaire, qui elle, qu'on apprend à l'école, elle est imposée, l'école est obligatoire. Vous avez la culture nationale, si vous voulez, elle est imposée, où on fait le service militaire, nous apprenons à vouer un culte à la nation. Les cultures religieuses, dans certains pays, elles sont imposées. Dans d'autres, elles sont proposées, mais elles ne sont pas diffusées sur un marché. Le propre de cette culture de masse, qui s'est développée à partir de la radio, de la presse, du cinéma, de la télévision, c'est qu'elle est proposée sur un marché. Elle est faite pour être consommée. C'est qu'on peut l'acheter ou ne pas l'acheter. Oui. Vous pouvez fermer votre bouton de télévision. Et parce qu'elle doit être achetée, elle s'efforce d'être plaisante, j'imagine, alors que l'autre, la culture traditionnelle, n'avait pas besoin d'être plaisante, puisqu'elle s'imposait. Oui, c'est une des grandes différences, parce qu'elle est faite, même dans les, si vous voulez, dans les systèmes où il n'y a que, par exemple, un système de poste et non pas plusieurs postes, ou bien un journal unique, n'est-ce pas? Eh bien, il faut que ce journal soit acheté, c'est-à-dire qu'il faut quand même, dans un certain sens, susciter un désir de consommation. Et le propre de la culture de masse, c'est qu'elle fait de grands efforts pour plaire. Et pour plaire au public le plus grand possible. Là aussi, il y a une sorte de loi du marché qui joue, c'est-à-dire la recherche du public maximum. Ce sont des grandes industries culturelles. Un journal est une grande entreprise industrielle, un grand journal de masse. Eh bien, il doit, prenons l'exemple de François, intéresser aussi bien les jeunes que les vieux, les femmes que les hommes, les ouvriers, les employés, les bourgeois, voire même les intellectuels. Enfin, comment la différence qu'il y a entre la culture de masse et la culture traditionnelle, on pourrait peut-être donner comme exemple le résumé, le digest, le résumé qui ne cherche pas à être plaisant et le digest qui cherche à résumer, mais tout en étant séduisant. C'est ça. Le digest répond à une première fonction, c'est-à-dire il y a une production tellement abondante qu'il y a la nécessité de lire, de savoir de quoi il s'agit dans un temps court, mais de le savoir sous une forme plaisante. En effet, le digest moderne vise à plaire. Là encore, il y a la nécessité de plaire pour attirer la consommation. Si je comprends bien, la culture de masse se confond avec le loisir, les loisirs en grande partie. Non. C'est-à-dire qu'elle oriente un secteur de plus en plus grand chez les hommes des sociétés occidentales, qui est le loisir. Le loisir prend de plus en plus de place. Et alors, la culture de masse est une culture qui oriente le loisir. Mais, si vous voulez, le loisir est pris dans un sens très large. Le loisir, c'est pas simplement les jeux, les sports, les vacances. C'est aussi la possibilité d'avoir une vie privée en dehors de la vie de travail ou de la vie que l'on doit vouer, par exemple, à l'État ou à la nation.
Et dans quelle mesure la culture de masse a-t-elle une incidence sur la vie privée réelle du public? Eh bien, moi je crois que comme toute culture qui propose des histoires, des romans ou des rêves, il y a toujours une double fonction. Une fonction qu'on peut appeler de projection. Je veux dire que quand, par exemple, vous suivez un roman, eh bien, les héros de ce roman réalisent des choses que vous ne pouvez pas réaliser dans la vie. Et il y a aussi une fonction d'identification, c'est-à-dire que le héros de roman devient une sorte de modèle et qui peut vous inspirer. Et alors, je crois que pour la culture de masse, et si je prends l'exemple du cinéma, ce sera plus apparent, on voit très bien que les deux fonctions se combinent. Par exemple, il y a tout un secteur que l'on peut appeler projectif, c'est-à-dire toute une série de besoins d'aventure, d'évasion, d'agression, qui se trouvent reflétés dans les westerns, dans les films criminels, dans les histoires de rois ou de reines. Ce sont des choses que le public, le spectateur, ne peut pas vivre. Et d'abord, il y a la répression, il y a la police qui empêche d'accomplir des actes interdits. Eh bien, il y a toute cette part, n'est-ce pas, de canaliser vers l'imagination, vers une sorte de rêve, ce qui ne peut pas être réalisé. C'est cette fonction-là. Et il y a une deuxième fonction qui est l'identification et qui, elle, peut être le caractère le plus marquant de la culture de masse. Parce qu'on peut constater qu'à partir de 1930, surtout aux États-Unis, de plus en plus se sont développés ce qu'on peut appeler les héros sympathiques, les personnages à identification. Et l'identification joue pour un thème essentiel de la vie, qui est la recherche du bonheur privé. Recherche du bonheur privé qui, elle, prend son sens toujours dans cette société occidentale où nous vivons, c'est-à-dire que les êtres humains qui ont du temps libre, qui n'arrivent pas à se réaliser dans un travail monotone, travail d'usine ou travail de bureau, qui de plus ne se sentent plus engagés dans un monde où ils doivent obéir aux grandes valeurs, dans les grands systèmes comme la famille, comme l'État, où les individus sont atomisés, de plus en plus, ils ont cette tendance profonde à vivre leur vie personnelle, mortelle. Et alors, vous voyez par exemple que le thème du bonheur prend une importance extraordinaire, notamment avec la fin heureuse au cinéma, qui s'est vraiment généralisée depuis 1930, alors que si vous voyez les romans populaires ou les tragédies classiques, la fin heureuse n'est qu'un cas particulier. Eh bien, ça veut dire... La fin heureuse, c'est quoi? C'est le baiser final, c'est le mariage? Le baiser final, le couple, finalement, qui va fonder une vie que l'on suppose heureuse. Le film se termine sur un moment de bonheur. Eh bien, alors, ça, c'est la fonction, si vous voulez, d'identification de la culture de masse. Elle donne des modèles de vie. Et les deux fonctions se retrouvent dans ces vedettes, ces célébrités dont parle la presse, que l'on peut appeler les Olympiens modernes, parce que si vous prenez un Olympien moderne, que ce soit la reine Élisabeth d'Angleterre, que ce soit Sacha Distel, Brigitte Bardot, enfin, vedettes de cinéma ou autres vedettes, eh bien, d'une part, ils mènent une vie que ne peuvent imiter les mortels que nous sommes, une vie au-dessus de la nécessité, une vie libre, une vie apparemment souveraine. Mais d'autre part, ils mènent une vie de loisirs, de vacances, de fêtes, enfin de ce que l'on suppose être loisirs, vacances ou fêtes, peu importe, et par là même, ils orientent un courant fondamental dans la société qui est l'accomplissement de sa vie, justement, dans le loisir et dans la vie privée. Il me semble qu'on fait souvent quelques reproches à cette culture de masse qui est, certains prétendent que la grande presse, la télévision, le cinéma, la radio atténuent la lucidité du public. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, c'est une question un peu formelle à mon avis, parce que la lucidité ne dépend pas directement de radio, presse ou télévision. Je crois que le problème de la lucidité doit être posé peut-être en d'autres termes. Si vous voulez, d'abord, la lucidité n'existe que quand il y a les informations, des sources différentes d'informations qui permettent l'exercice critique. Si on n'a qu'une source d'information, il est difficile d'être lucide parce qu'on ne peut pas vérifier les faits. Bon. Et la lucidité dépend aussi d'une disposition interne qui relève de choses beaucoup plus compliquées. Ce que l'on peut dire, en tout cas, et là-dessus, disons, les expériences les plus valables de la sociologie américaine concernent ce point. Je pense aux expériences de Lazarsfeld, par exemple. C'était des gens qui, au départ, ont cru, par exemple, que la radio avait un pouvoir de suggestion et d'envoûtement très fort sur le public, c'est-à-dire qu'il pouvait endormir la lucidité par la propagande, notamment la propagande politique. Eh bien, les résultats de ces enquêtes ont montré, en fait, que
le public, le spectateur, n'est convaincu que par les choses qui vont déjà dans le sens de ses prédispositions. Sinon, il y a ce que Lazarsfeld appelle l'effet boomerang, c'est-à-dire que quand vous voulez adresser un message à quelqu'un, si ce quelqu'un le refuse, eh bien, il revient sur la tête de celui qui l'a lancé. Je peux vous donner un exemple, disons, très courant à l'esprit des Français. Quand, sous l'occupation allemande, on nous présentait les actualités allemandes où l'on voyait, par exemple, des chars russes ou des chars anglais détruits par l'aviation allemande, eh bien, la tendance des Français est de dire tout ça c'est du bluff, c'est du bourrage de crâne, même si les images étaient vraies, n'est-ce pas? On a tendance à refuser l'information qui ne convient pas. De même, par exemple, les Allemands avaient voulu faire une propagande antisémite avec le film de Juif Sus, qui a eu un effet boomerang. D'ailleurs, je me souviens qu'à cette époque-là, il y a eu des manifestations contre l'antisémitisme dans les salles de cinéma. Alors, quand vous voulez, je crois que c'est une légende, n'est-ce pas? On croit qu'il y a des forces douées d'une sorte de magnétisme, comme la radio, comme la télévision, et que les êtres humains, c'est une sorte de cire molle, n'est-ce pas, qui reçoit les influences sans réagir. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous acceptez ce qui va déjà dans votre sens. Merci.